particulière à poser ou à nous, sans doute à M. Cournet? C'est vraiment bien dit. Vous voulez faire des PME plus tard? Pour savoir, vous en avez un peu parlé, mais qu'est-ce que votre expérience professionnelle antérieure vous a apporté dans la création ou dans la société actuelle? Vous avez parlé de la fusion, on va dire, des deux banques que vous avez connues. D'abord, oui, deux choses. Effectivement, il y a cet aspect de la fusion qui était très très difficile à gérer et que j'ai plus ou moins pu gérer parce que je l'avais vécu de l'intérieur et pas de la bonne chaise. D'un autre côté, moi je dirais que ce qui est très important d'apprendre, c'est les personnes. Gérer un groupe de personnes. La principale ressource d'une entreprise, c'est ses gens. Et les expériences précédentes m'ont montré qu'il y avait moyen de bien faire et de pas bien faire. J'ai eu un patron espagnol, à l'époque où j'étais banquier, qui était un type extraordinaire et qui mettait en confiance tous ses gars, tout son personnel. Parce il savait faire passer son exigence, mais tout en étant très humain et prêt à discuter d'un problème à la limite personnelle de l'employé. D'accord? Montrer de l'exigence tout en restant très humain. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer, ne plus qu'en pensant à lui. Généralement, quand on voit nous, avec les autres entrepreneurs, c'est souvent des entrepreneurs qui, après leurs études, attaquent directement. On va dire leur conseil, c'est commencer directement parce qu'une fois que vous avez, on va dire, votre confort dans un boulot, on va dire, d'employé, si je peux utiliser le terme, c'est plus difficile à entrer dans l'entrepreneuriat. C'est justement pour voir aussi les différences par rapport à ça. Moi, je dirais l'inverse. C'est pas parce que moi j'ai fait l'inverse que je dis que c'est bien de faire l'inverse. Mais je peux vous dire que quand vous travaillez dans une entreprise, vous voyez tout ce qui est bien à faire et toutes les conneries qu'il faut éviter. Donc sortir de l'UNIF avec son diplôme en poche et de lancer un projet, c'est quand même bien casse-gueule. Et en plus, c'est rester entre soi. Si vous prenez votre copain voisin et vous dites on va lancer une entreprise qui va vendre des trucs par internet, il ne faut pas beaucoup de pognon, il suffit d'un bon site et référencement et tout ça. Ok, je vous souhaite de réussir, vous réussirez peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et vous serez entre vous. Et ça dans une PME, c'est pas toujours bon. C'est bien de voir du monde. C'est bien de commencer par voir d'autres pratiques, mais d'autres personnes. D'accord? De s'ouvrir parfois à des niveaux intellectuels plus avancés. Dans une multinationale, si un jour vous travaillez au truc de recherche de la Rebelle, vous allez rencontrer des gens vachement pertinents. D'accord? Si vous travaillez dans la PME du coin, vous risquez de voir un magasinier, 2 administrations, 3 vendeurs qui connaissent leur région point barre, voilà, donc ça peut être plus limité. Alors, moi je trouve que déjà d'un point de vue humain, c'est mieux de passer par la grande entreprise d'abord. Je sais bien que vous êtes dans une section PME, donc forcément ça vous intéresse, ça vous parle, la petite entreprise. Mais moi je dirais, n'y allez pas trop vite, pour cette raison, rencontrer des gens intéressants, sympas, etc. Il y a une deuxième raison, on en parlait tout à l'heure, et un sujet aussi important, c'est que la probabilité de vous planter, j'avais vu les chiffres, je ne me rappelle plus très bien, mais des chiffres, c'était le vocal, je ne sais plus qui avait mis ça, la probabilité de survie d'une entreprise après 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir, c'est combien? Non? On ne bas? Enfin, je veux dire, c'est la mortalité infantile bien avant le Moyen-Âge. C'est terrible, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez ces chiffres, mais une entreprise sur 2 claque après 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est des chiffres affolants. Alors, quand vous êtes planté, qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que vous aurez envie de recommencer? Est-ce qu'on vous fera confiance? Ici, en Belgique, en Europe, c'est pas nécessairement très bien vu de s'être planté. Alors que c'est pas un défaut du tout. Donc moi je dirais, on se demandait s'il y avait un message à passer, tout à l'heure vous aviez un conseil à donner, voilà, c'est un peu ça. On fera ça alors, voilà. C'est bien trop tôt, non mais il y a plein de questions, je suis sûr qu'il y a d'autres conseils à donner. Moi j'avais une question, c'était par rapport aux fusions et l'acquisition justement. J'ai pu lire dernièrement que près de 70% d'entre elles s'est terminé par une réduction de valeur pour les actionnaires. Ils sont rendus à une ambition trop grande des managers qui voulaient absolument augmenter leur terrain de chasse. Et donc je voulais voir par rapport à ça si vous, votre objectif là-dedans, c'était vraiment de consolider votre part de marché, ou plutôt augmenter, ou encore la complémentarité des compétences, quand vous avez fait ça, parce que je n'ai pas bien compris, quel était votre objectif principal lors de l'acquisition ou fusion d'entreprise? C'est vrai que dans toute action, l'ego joue un rôle majeur. Et j'avoue, j'en ai une, je vais en avoir deux, je les mets ensemble. C'est du pouvoir, c'est sympa, ma boîte sera plus grande, j'aurai plus de gens, je vais décider pour eux, etc. Cet ego-là, il existe. Dans une PME qui est la vôtre, vous faites probablement un peu plus gaffe parce que si vous plantez, c'est votre faux pognon. Mais vous pouvez imaginer dans des grandes entreprises ou dans des entreprises moyennes, l'employé, le cadre ou le manager, il a tellement envie de montrer qu'il est capable que si on lui dit « tu crois que cette boîte-là, elle vaut la peine d'être achetée ?» et que si on lui dit en plus « si tu penses que oui, tu peux y aller », il ne va jamais dire non. Et on surperd. Et donc on détruit la main. C'est clair. Là aussi, il faudrait regarder les chiffres, mais je suis persuadé que la plupart des rachats d'entreprises aboutissent à de la perte de valeur pour les actionnaires qui rachètent et évidemment un gain pour ceux qui se font racheter. Il faut regarder en bourse d'ailleurs. Une entreprise qui annonce qu'elle va acheter une autre, qu'elle cherche une autre entreprise, en général elle est mal vue, son action diminue. Donc il y a bien là un risque de perte de valeur majeur. Alors pourquoi moi je l'ai fait, en dehors de mon ego personnel? Comme je vous ai dit, Presa vendait des gros systèmes. Le problème de vendre des gros systèmes, c'est que vous n'en vendez pas des masses. Donc vous avez un chiffre d'affaires qui va un peu en dents de scie. Quand c'est en bas, c'est un mauvais mois ou un mauvais trimestre, et qu'il faut quand même payer les frais fixes, c'est-à-dire les salaires, les charges, les loyers en tout genre, vous le sentez passer. Donc vous dites comment je pourrais équilibrer un peu le chiffre d'affaires, de mois en mois ou de trimestre en trimestre. Or l'autre, la Business Print, elle vendait des centaines d'imprimantes chaque année, des imprimantes pas à 25 € qu'on met sur le bureau, des imprimantes qui valent entre 1000 et 40 000 €. D'accord? Donc c'était des machines relativement importantes, et des centaines de scanners. Et elle avait plus de clients que nous. Donc je me suis dit, ça va un peu stabiliser le chiffre, et deux, nous on vendait peut-être notre portefeuille de clients, ça devait être peut-être 200 clients, 150, 200 clients, B2B, industrie, donc voilà, dans l'alimentaire, dans les masses, les aéroports, il y en a deux. Voilà. Tandis que Business Print vendait à 300 clients, 400 clients. Donc je me suis dit, ces 300-400 clients, ça peut devenir des clients pour nous. Donc deuxième avantage. Et inversement. Donc j'ai pu quand même maîtriser mon ego et me dire, tiens, est-ce qu'il y a du rationnel là-dedans? Il y avait du rationnel, je pense. Sauf que je n'ai pas poussé l'analyse assez loin. Et que nous, vendant des gros systèmes en production, en logistique, on parlait à des acheteurs en production ou en logistique. Eux, Business Print, vendaient à des acheteurs en informatique. Alors si vous allez chez Arcelor,
ou si vous allez chez Hobby à Forêt, je vous garantis qu'il y a des kilomètres entre l'apport de l'acheteur informatique et de l'acheteur industriel. Donc, les matchs n'ont pas toujours été faciles à trouver. C'était plus pour savoir, vous avez dit que vous dépendez énormément de vos fournisseurs, que ce soit l'une ou l'autre entreprise, le business kit ne produit pas non plus ces imprimantes. Alors, est-ce qu'en période de crise où vous dépendez autant de vos fournisseurs, après coup, vous ne regrettez pas un peu plutôt d'essayer d'avoir un plus grand contrôle vertical sur le marché plutôt que horizontal, en diversifiant, si je peux dire, le marché? Dépendre de ses fournisseurs, c'est pas évident. Heureusement, on n'est pas dans le cas extrême. Par exemple, vous avez une concession Volkswagen, un fournisseur, le fabricant, l'importateur. Nous, on travaille quand même avec 200 fournisseurs, dont 5 à 10 nous fournissent l'essentiel de la technologie. Ce sont les monteurs. Là, on dépend d'eux et on a un problème stratégique permanent. Votre fournisseur, c'est quelqu'un, il faut vraiment bien s'en occuper, tout le temps et lui montrer que vous êtes un gars bien, un type de confiance, parce que si vous retirez cette confiance, vous êtes dans les ennuis. On ne peut pas vendre 36 machines, donc on ne vend que les machines d'un fabricant, on les connaît. Voilà. Je prends le cas ici du codage, il y a une date de péremption sur cette bouteille quelque part. C'est pas notre client, il n'en a pas, on ne l'est pas ici. Voilà. Bon, je me rappellerai du nom. Enfin, s'il y avait une date de péremption là-dessus, il faut le marquer avec une machine qui est mise en ligne de production qui va imprimer en jet d'encre. C'est une machine très complexe, très sophistiquée, qui doit soutenir des cadences infernales. Pour ça, nous avons un fournisseur. Il y en a 4 dans le monde. En Belgique, nous en représentons, distribuons un. C'est un anglais. Je dois faire drôlement attention. Parce que si demain il me dit tu ne fais pas tes objectifs, tu ne remplis pas les conditions X, Y, Z, je te retire la concession, je fais quoi? Alors là, je suis vraiment dans la merde. D'accord? Donc la gestion du fournisseur est vraiment importante. Alors, par rapport à l'horizontale et la verticale, Belgique égale petit marché. Si je me concentre à la verticale, je vais être spécialiste des machines qui ne font que du jet d'encre sur ce genre de produit. J'aurais vite fait le tour. D'accord? Spadel, Chaudfontaine, voilà. Si je vais un peu à l'horizontale, je pourrais offrir à ces gens-là un système laser. Deuxième fournisseur. Pas du tout la même technologie. C'est quand même vachement bien que le client ici, il puisse dire ah ben, aujourd'hui j'ai passé à la technologie laser. Mais j'ai le même fournisseur, j'ai le même intégrateur. Donc je garde, moi, la conviction que je dois avoir une structure plutôt horizontale dans un marché relativement petit. Si mon marché était les États-Unis, je peux vous garantir que je fais que de la technologie laser. Donc par rapport à la question acquisition de business print, plus de fournisseurs, il y avait un avantage, c'est que certains fournisseurs étaient en commun. Presa vendait 50 machines, business print 100 machines. Oui. Maintenant on fait 150. Le fournisseur se tient un peu mieux par rapport à nous. 150, c'est mieux que 50 avant. D'accord? Donc là aussi, la fusion, l'achat, le regroupement est un. Je ne sais pas si je reprends. C'est parfait. Il faut le poser aussi l'école. Hein. C'est à propos de votre parcours en fait. Quel a été réellement l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes lancé, mis à part le fait que vous avez vu le tour de votre ancien métier? Et quels étaient vraiment vos doutes et vos appréhensions et comment est-ce que vous les avez gérés? Je vous ai dit, mon premier rêve, peut-être c'est tous le vôtre, hein, c'est d'avoir votre entreprise, j'imagine, dans la section PME. C'est un peu ça, c'est donc d'être indépendant, d'être décideur. Voilà. J'étais un peu dans ces conditions-là. Il y aurait eu à l'époque une section PME que j'aurais peut-être fait. Bon.
Après ça, vous regardez le marché financier, il y a plein de trucs intéressants, vous l'avez vu, il n'y a pas que les PME, il n'y a pas que le fait d'être décideur, il y a plein d'autres choses qui peuvent vous attirer. Moi, il y avait une autre chose qui m'attirait, c'était les fluctuations du franc belge contre le dollar. Le franc belge de l'époque, vous ne l'avez pas connu, moi oui quand même. Donc ce genre de métier m'a attiré, et je me suis dit, et c'est pour ça que je vous le dis, aller dans une banque, rencontrer d'autres traders, parler, acheter et vendre à des traders qui se trouvent à Londres, à Paris, à New York, etc. Ça me parlait, quoi. Je me disais, ça vaut le coup d'être tenté. Donc, je l'ai fait, mais je l'ai toujours vu comme une espèce de parenthèse, en me disant, je ne vais pas faire ça trop longtemps. Donc, c'était dans ma tête depuis le début, d'être indépendant, d'avoir mon entreprise. Mais au départ, je me disais, je vais créer mon entreprise. Le problème, pour créer une entreprise, il faut une idée. Et là, j'étais un peu à sec. J'ai jamais eu d'idée. En tout cas, de bonnes idées. Donc, comme j'avais eu un métier de trader et que donc j'avais quand même eu des salaires un petit peu convenables, hein, j'ai entendu ces débats, on ne va pas revenir là-dessus, enfin voilà, donc je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait le tour, après 15 ans, 20 ans, j'arrête, j'ai un peu d'argent. Je parle aux uns et aux autres qui me disent « Oh là là, c'est une prise de risque, tu vas avoir peur, tu ne te rends pas compte, tu vas acheter quelle entreprise ?» Bon, j'en sais rien, surtout que j'étais à l'étranger encore, donc il fallait que je revienne en Belgique et que je me pose la question « Qu'est-ce que je vais trouver ?» Donc, revenant en Belgique, je vais voir certaines banques et on me montre des dossiers. Alors, un fabricant de chocolat, c'est sympa, c'est bon, et on comprend assez vite comment ça marche. Une technologie comme ça, je ne savais même pas que ça existe. Je ne savais pas. Mais ça, c'est là où il faut écouter les gens. Hein, comme quand je parlais de la RFID, je me disais, ouais, génial, il faut se lancer. Et j'ai quand même écouté les gens qui m'ont dit, il ne va pas, il ne faut pas maintenant. Et bien là, j'ai écouté des gens, j'ai montré le dossier à droite, à gauche, des gens un peu compétents, qui m'ont dit les chocolats, oh là là, concurrence, pas évident, il faut se faire un nom à l'international, n'est pas Marcolini qui veut, ça coûte des ponts. À Marcolini a déjà failli passer l'arme à gauche plusieurs fois, donc attention. B2C, dangereux. Par contre, B2B un peu moins dangereux, pour autant que, etc. Et donc c'est vrai que j'ai eu un peu la trouille, mais je dirais que je n'ai pas eu assez. Voilà. Après coup, je me dis, purée, le risque que tu as pris, tu aurais vraiment pu te planter. Combien de fois je me dis, heureusement, celle-là ça a marché, mais je suis sûr que j'ai pris une parmi, dans un panier de 5, il y en avait 4 où j'allais me planter, je ne le savais pas, et une où j'allais pas me planter. Aujourd'hui, je dis, j'ai eu de la chance de prendre celle où je ne me plantais pas. Voilà. Dans les différentes entrepreneurs qui sont dans les différents entrepreneurs qui sont venus, on a vu que parfois pour certains c'était pas facile de gérer la crise. Et donc justement, pour vous, est-ce que votre activité de trader, ça vous a permis, ne serait-ce que de trouver la bonne sur les simples Non. À la limite, ça aurait pu me coûter, parce qu'un trader, ça décide comme ça, j'achète, je vends, et puis ça me chance sur 2 d'avoir raison. Voilà. En gros, c'était pas le bon métier à faire pour se lancer dans ce genre de truc. Donc ça n'a pas aidé. Mais là où ça m'a aidé, c'est que quand vous êtes trader, vous êtes très réceptif à des signaux que votre voisin ne sent pas. Pas encore. D'accord ? Moi, ma devise, c'était to be the first follower. Je me disais, je n'étais pas assez malin pour anticiper, voir aujourd'hui, dans 3 ans, l'or va se casser la gueule. Impossible. D'accord ? Donc, je me disais, regarde bien qu'est-ce que l'or fait, et puis si tout d'un coup, si ça se retourne, si ça se met à baisser, il faut capter tout de suite et vendre. Voilà. Donc, pendant des années, j'ai appris à être très, très, très attentif à toute une série de signaux. Ça peut être des signaux que vous aimez d'un marché, comme des signaux que vous aimez des personnes. Très important. Et la crise, oui, on a aujourd'hui la crise qui, à mon sens, je ne sais pas ce qu'ont dit les autres représentants d'entreprise que vous avez déjà vus, mais pour moi, historiquement, cette crise est la pire. Depuis
probablement on ne l'a pas connue les années 30. C'est bateau, mais c'est vrai. Elle est longue, c'est une crise d'endettement, enfin de sûr. Donc ça va mettre 10 ans pour se rétablir. Et nous, on a, je devrais toucher du bois et le reste, chaque année on a gagné une barre. On a eu, et cette année-ci s'annonce difficile, encore pire que les autres, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être très très attentif et très réactif. Quand vous avez été trader, vous êtes très réactif. Il faut peut-être trop vite, mais ici ça donne un avant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à la crise? Vos collègues l'ont dit, jouer, faire attention aux marges, faire attention aux coûts. Malheureusement, parfois prendre des actions extrêmes. Une action extrême, c'est licencier quelqu'un, licencier des personnes. C'était d'autant plus difficile à faire que les choses vont encore bien. Quand les choses vont mal, c'est trop tard. Donc il faut sentir quand ça va que ça ne va plus aller et agir tant que ça va. D'accord? Et c'est là où, je dirais, ça a pu m'aider parce que j'ai réagi assez vite dans cette vague. Vous voyez, Pierre, tu n'as pas encore posé de question. C'est pas de oui, pardon. Si ce que vous dites, vous avez développé des capacités à être un très bon follower pour des petits traders. Est-ce que justement vous êtes deux dans l'entreprise, si je me rappelle bien, à prendre des décisions stratégiques? Est-ce que, comme ce que vous avez dit avant, vous avez l'air de ne pas avoir une vision en très long terme ou des idées particulières, est-ce que la deuxième personne, je ne sais plus qui c'est, elle par contre, vous complétez à ce niveau-là? Est-ce que c'est elle qui vous inspire peut-être et qui vous fait dire ah ça c'est une bonne idée, on va un petit peu poser là-dedans, ou pas spécialement, enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous avez rencontré la deuxième personne, le deuxième décideur? Apparemment, c'est pas de votre faute, il est souvent pas là. Oui, mais vous savez, moi, quand les bureaux chez moi sont vides, ça ne va pas. Ça veut dire qu'ils sont tous en train de bosser. Que les commerciaux sont chez les clients, que les techniciens sont aussi chez les clients. S'ils sont tous au bureau, ça veut dire que les clients, on ne les visite pas, on ne les démarche pas, on ne fait rien. Donc ils n'ont pas pu le rencontrer et c'est un peu normal. Lui, ça c'est aussi un élément décideur pour l'achat qui a apaisé mes inquiétudes. C'est que si vous achetez une entreprise, faites bien attention aux hommes et aux femmes qui en font partie, et faites aussi bien attention à ceux qui vont rester. N'oubliez pas qu'ils savent tout beaucoup mieux que vous. Et la situation idéale, c'est que ceux qui savent le plus, en l'occurrence ici, celui qui était déjà General Manager de la boîte, ben, il faut qu'il reste. Il faut bien s'entendre. Et lui, il était là depuis des années. Il rentre à l'aéroport en serrant la main du décideur. Voilà, il a son réseau. Et donc, sa présence a fait que moi, j'étais moins inquiet. L'angoisse de l'acheteur. Mais lui, c'est lui qui a aussi un peu de vision. Moi, je vous ai dit, j'arrive, je débarque avec mes gros sabots, la RFID, Banco, j'achète cette boîte, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont bons, donc il n'y a personne d'autre qui veut mettre un bon prix. Je l'achète, et puis je dis, allez les gars, on travaille à la RFID. Et puis ils me disent tous, non. Bizarre, on a l'impression de garantie, ça fait vraiment bizarre. Pendant un an, je me suis battu. Et heureusement que je n'ai pas gagné. Mais c'est lui, notamment, pas lui seul, mais c'est lui, notamment, qui avait une vision. Qui disait, cette technologie-là, non. En tout cas, pas maintenant. Donc, lui, aujourd'hui, mon problème, c'est qu'il a 62 et presque 63. Donc, il est là depuis longtemps, mais il n'est plus là pour longtemps. Donc là, il va y avoir un nouveau défi, c'est de remplacer. C'est lui qui, pour le moment, voit un peu l'avenir plus clairement dans ces technologies qui sont loin d'être faciles à apprendre. C'est une question, je ne sais pas si c'est possible dans ce cas-là, mais vous parliez d'identité vraiment
de l'entreprise par le fait que ce soit des commerciaux et vraiment les personnes de contact avec l'entreprise? Est-ce que vous n'avez pas peur que, par exemple, 2-3 commerciaux se mettent ensemble et veulent monter leur société à côté de la vôtre? Parce que bon, j'ai une connaissance qui a eu le cas, qui veut faire ça, mais dans des milieux un peu différents, enfin la finance, des choses du genre. Et c'est vraiment le contact humain qui prime au nom de l'entreprise. Ouais. Nous avons un concurrent qui a perdu un employé, comme ça, qui s'est mis à son compte et qui a beaucoup de succès. C'est un cas classique. Et ça, c'est un souci permanent parce que vous travaillez dans l'entreprise à livre ouvert. Hein, on a tous des jolis Apple comme ça, qui ont accès à la base de données. C'est pas un reproche. Hein. Mais donc, sur l'Apple, chacun peut voir la liste des clients. Pas seulement la leur, mais pratiquement la liste de tous les clients. Alors on essaye un petit peu de murer les choses. Tel commerciaux voit que ses clients, et l'autre voit que ses clients. Mais dans la réalité des faits, il suffit qu'il demande à l'informaticien de passer et il passe. Et puis les listes, elles traînent, elles sont là, les noms, on en parle, il voit les choses. Ça, c'est un souci majeur. C'est de perdre, pas seulement un commercial, un technicien aussi. Et justement, étudiant de droit, est-ce que vous avez justement des protections juridiques contre ça? Dans les contrats Je ne suis pas juriste et là j'arrive à mon niveau d'incompétence. Je me posais, en vous parlant, je me posais la question. On a déjà licencié des gens en leur faisant signer un document de non-concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous payez pour ça, hein. Vous payez à un commercial. S'il signe, le papier, vous lui devez 6 mois d'indemnité en plus pour un commercial. D'accord? Maintenant, si c'est le commercial qui s'en va, quel est votre pouvoir de faire signer? Rien, enfin, que je sache. Donc là, vous risquez des ennuis. Au début. Comment? Au début du contrat. Probablement. Probablement. Je n'ai pas fait. Mais, comme vous l'avez constaté, les gens chez nous, ils restent. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se tailler un jour ou l'autre. C'est que aussi, il y a des avantages aussi. Une boîte, c'est toute une série de risques. Il y a ce type de risque qu'il faut accepter et essayer d'être sympa avec votre commercial, de lui montrer qu'il a plus d'avenir chez vous que lui tout seul. Voilà, c'est évident. Est-ce qu'il y a encore des questions? Allez-y, c'est le moment. Moi, une dernière, ça aurait été si vous pouviez juste préciser le genre de signaux dont vous parliez tout à l'heure. Le genre de signaux dont vous parliez, donc ceux du marché, ça va être complexe. Moi, je suis juriste, enfin, je suis études de droit, donc ça va être complexe, mais plus les signaux personnels, humains. Dans une boîte d'une vingtaine de personnes, vous connaissez tout le monde. Donc un signal humain, vous le percevez assez vite. Si tous les matins, le gars est bien en râlant, en n'étant pas content, c'est déjà un signal. D'accord? À moins que vous le connaissez. Si vous connaissez bien, que vous savez qu'il est cyclique et que chaque fois qu'il se fait engueuler par sa femme, il revient comme ça au bureau, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais si vous sentez que c'est à cause du boulot, qu'il y a une frustration, ça c'est le mot, le mot le plus important, quelqu'un qui est frustré se comporte de manière différente. Je n'ai pas fait des études de psychologie, votre assistant pourra vous le dire, mais ça se voit, c'est là, frustré. Et ces gens-là, il faut directement les piloter. Et c'est pas facile. Je pense que j'y arrive à peu près, mais pas toujours. Donc à ce moment-là, je fais appel à des bureaux spécialisés. Des bureaux de coaching, pour en citer un, Mercury, qui est pas mal, qui est mondial, qui a plusieurs bureaux ici en Belgique. Quand j'y arrive pas, je prends une discussion avec la personne, je lui dis écoute, il y a des choses qu'on ne peut pas se dire, mais ça serait peut-être intéressant que tu vois quelqu'un de... Mais, donc, il va me voir, il y a une discussion, moi j'ai un rapport, lui a un rapport, et ça met les choses en place. Donc le signal du comportement de la personne dans l'entreprise, c'est essentiel. Aussi le signal par rapport au marché, comment font vos concurrents. Il faut garder pratiquement l'œil en permanence sur
la situation de vos concurrents, leur démarche. On avait repéré en 2013, en 2010, 2011, on avait repéré une boîte qui s'appelait DLT pour pas pour pas la nommer, et qui faisait des trucs bizarres sur le marché, genre vendre n'importe quoi à n'importe quel prix ou dire n'importe quoi à son client. Vous savez, vous venez là, vous dites ah ben moi, oui, la machine là, je peux vous la fournir dans 8 semaines. L'autre, la même machine dans 6 semaines. Ouais. Pourquoi il dit 6 semaines et vous 8? Alors que moi je vais chez le fournisseur, il dit 8. Il court derrière, hein. Il sait qu'il ne va pas respecter. Dès que vous voyez ce genre de truc, vous savez où il va. Ça va mis un an. Faillite. Comme nous on l'avait sorti, on était là pour récupérer la liste client et acheter certains éléments. Il faut être très 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 attentif. Et moi je regarde en permanence les commandes qui rentrent, c'est évident. La consommation, ces machines-là, regardez. En tout cas, elles ont un mauvais fournisseur. Je regarde. Bon, enfin, peu importe. Ah non, attendez, c'est encore frappé ici. C'est même pas imprimé, regardez. Il y a un numéro qui est gravé dedans. En plus, c'est lisible. Autre source, c'est RID, Made in China. Les technologies aujourd'hui pour ce genre de produit, c'est du jet d'encre. Le laser, ça fait un trou dans le plastique, c'est gênant. D'accord? Donc on va mettre plutôt du jet d'encre. Donc on imprime et vous voyez la date de péremption, le numéro de batch, le numéro de lot qui se trouve inscrit ici. D'accord? Nous, ce qui nous fait vivre, c'est aussi c'est consommable. Parce qu'une fois que le client a acheté chez nous, la machine, il va acheter chez nous le consommable. Bon, il y a bien de temps en temps des pirates qui vont lui dire ça c'est mieux et c'est moins cher chez moi le pirate. Mais bon, passons. Donc, ce que nous faisons de manière extrêmement attentive, nous surveillons la consommation de consommables de nos clients. Tous les mois, tous les trimestres, on voit s'ils sont en hausse ou en baisse. Et si un client est en baisse, on est très réactif. On va tout de suite le voir ou on va tout de suite s'informer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a des fois, il a acheté son encre chez un pirate. C'est important, il faut le récupérer. Des fois, il a transféré une partie de sa production dans une autre usine de Belgique, voire pire, à l'étranger. Mais des fois aussi, il a du mal à produire. C'est-à-dire qu'il vend moins. Et là, si vous en avez 1, 2, 3, etc., les clients qui font ce genre de produit, donc ils marquent leurs produits au jet d'encre, on en a plus ou moins 150. C'est difficile de suivre 150 clients. Vous avez 3 délégués, donc on en suit 50 chacun. Ils ont la liste. Et ça, c'est une source d'information. Ils ont la liste. Tous les mois, tous les trimestres, on leur donne la consommation de leurs clients. Et ils courent comme des lapins s'ils voient que la consommation diminue. Ah oui, peut-être que s'ils ont 5 lignes de production et qu'ils changent une machine qui n'est pas à nous, qui mettent une machine concurrente, nous on a intérêt à le savoir et faire exploser cette machine. Donc, on est déjà honnête, c'est bien. Donc on suit la consommation. Ça c'est un signal qui est très très important. Et le signal aujourd'hui, c'est que dans l'alimentaire ou la pharmaceutique, la production est stable. Ils consomment à peu près, voire même un tout petit peu plus que les autres années. Donc, théoriquement, la situation de l'industrie n'est pas si mauvaise. Dans la réalité, ils consomment de l'encre, donc ils vendent des bouteilles, mais ils n'investissent pas du tout. Quand on leur dit, monsieur, votre machine, là, elle est en panne, on est là pour la réparer, mais en fait, on va vous mettre une pièce de 2000 €, votre machine, elle ne vaut plus rien, il faut mieux en acheter une de 10 000 €, d'ailleurs, elle a 11 ans, la machine. Il y a, en 2007, il signait. L'année passée, il signait encore une fois sur deux. Aujourd'hui, je vous garantis, rien. Il n'y a pas de budget. La direction de l'entreprise a dit non. Vous n'aurez aucun budget d'investissement. Donc le gars, il dit
Bon, je m'en fous. Si vous devez venir 10 fois pour la réparer, vous viendrez 10 fois. D'accord ? Et s'il faut payer des pièces pour la réparer, ça ne fait pas partie du budget investissement, ça fait partie du budget entretien. Celui-là, on est obligé de le maintenir. Et donc, on court pour réparer les machines qui n'en vont pas. Ça, c'est un signal très très important. Ça veut dire que ça ne va pas aller bien loin. Voilà. Je vais vous proposer maintenant, pour ne pas changer, de mettre un petit débat. Alors, on a préparé quelques petites questions qui nous semblaient intéressantes. Donc, je propose qu'on divise l'auditoire en 3, donc si on ne trouve pas, entre Yannick et Thibaut, entre Dorian et Laurent, et là c'est plutôt rigoureux, et entre Julien et Alexis, entre Jeannette et les 3 questions que je vous propose, donc, pour vous, je vous propose, faut-il forcer l'intégration dès le début, donc au risque de chambouler les équipes, ou bien faut-il d'abord laisser travailler comme avant et puis forcer l'intégration? Donc c'est un peu ce qui a été fait chez Preza, c'est vraiment on les laisse travailler chacun de leur côté, et puis après on peut on les distille. Le problème c'est que le processus de fusion est une excellente question. Est-ce qu'on force la fusion ou l'intégration des gens ou pas? On prend ça. Alors pour l'équipe milieu, un peu technique, on en a parlé ici avec la cour à propos de la RFID. Pensez-vous, de votre avis de ce qu'on a discuté, que l'entreprise doit se lancer dans la RFID aujourd'hui? Pourquoi et comment choisir de se lancer par rapport justement à ces technologies, par rapport aux tendances, par rapport à ce qui se fait, comme on en a discuté. Et pour le 3e groupe, c'est par rapport plus à la croissance et justement et la pérennité, c'est pensez-vous qu'il soit préférable de croître à tout prix, ou bien faut-il plutôt être dans une logique de qualité, de marge confortable, etc. Ça va, donc on vous laisse 5 minutes, sinon on n'aura pas le temps, sinon on est un peu par petit groupe. Je comprends pas, on est qu'à 4 ou 5? Il y a un qui nécessité de pouvoir, ça dépend du marché. En période de crise, tu as plutôt intérêt de survivre. Ça dépend du marché aussi, si c'est un marché qui est très logique, c'est la plupart de consommables, donc on va dire que le consommable que je suis, ce sera toujours en croissance, donc tu dois quand même suivre la tendance. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi si le marché est en décroissance, mais là c'est du consommable. Le consommable, tu es moins. Déjà, c'est sûr. Ça me vient les cités Moi je trouve que c'est mieux de renforcer. ça dépend du marché, les talents Django, etc. Ils disaient que c'est rien, on dit que la papillon, effectivement, c'est commercialisé. Il a été vachement. C'est vrai que c'est pas très difficile. Si elle est douce, avec si on m'a dit qu'il y a des renforts qui Depuis c'est avec ça. chez Django, ça nous a pas fait ça, qui disait Mais c'est que du coup, il y a qu'une fallait on investit dans le marché. moi, non, c'est pas différent, parce qu'en fait, tout dépend de tout. Mais dans ce truc-là, Ici, dans ce cas ici, de renforcer. bon les gars, Bon, on disait en gros, mais il faut dire dans ce cas-ci ou en général? dans ce cas-ci, c'est le sens général. Justement, ce que je peux dire, c'est d'abord, on a dit qu'en général, il faut savoir que le marché, là on est dans un marché de croissance, on ne peut pas connaître la résistance, mais là tu parles de produits consommables, de produits de la vie de tous les jours, Quarts de consommables, pas une croissance qui non, le gros dos, c'est préfère le gros dos quand c'est la crise, c'est ne pas se casser les trucs. Et comme je disais aussi, ça dépend. Si on regarde le marché, on vend 10% et c'est tout. Oui, donc c'est ça, c'est vraiment suivre la tendance du marché, tout en disant qu'il faut rester viable. Quoi. Mais ouais.
l'homme de la guerre que tu On est d'accord sur ça Demain, c'est une homme. Ah oui, parce que Moi, ça me dit pas. Ça va, j'ai juste regardé mes choses, on a dit que voilà. S'il vous plaît, Ça va être Karine a comme autre dessus, je n'ai pas du tout. J'ai mis juste les effarements. les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans sa vie ou bien est-ce que... Chez nous, il y a deux signes. On a pensé qu'en fait, ce serait pas une très bonne idée de faire si que cette solution soit en quelque sorte imposée aux employés. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait une bonne communication et leur faire comprendre que c'est quelque chose de positif, qu'ils aient envie de connaître les autres personnes de la deuxième société. Et de cette façon, ça va se faire de façon naturelle. Mais surtout, ce qu'on a pensé, c'était vraiment la communication, c'est l'essentiel. Qu'ils comprennent qu'ils ne le ressentent pas comme une agression ou quelque chose de négatif, mais quelque chose qui est positif pour tout le monde et pour les deux sociétés. Mais ce qu'on avait vu un peu, c'était qu'avec justement leurs différences de culture, le fait qu'on laisse travailler de leur côté avec les farmers et les lutteurs, c'est qu'au final, ça fait plus une situation de concurrence et de mauvaise relation entre les différents employés des deux entités, plus qu'une bonne ambiance qui s'est au fur et à mesure mise en place. Et justement, il fallait mettre des mesures pour justement trouver ça. C'est aussi que peut-être ça dépend des chefs d'entreprise. Donc le chef d'entreprise de la société A et de la société B, c'est très important qu'ils aient une bonne communication entre eux et une bonne entente entre eux, puisque les employés forcément vont écouter plutôt leur chef d'entreprise que l'autre. Et donc pour avoir une bonne entente entre les employés, il faut tout d'abord avoir une bonne entente entre les deux chefs d'entreprise qui vont fusionner. Et comme monsieur l'a dit, l'idée, si j'ai bien compris, c'est l'idée que vous défendiez, c'est de laisser donc, la tête de l'autre entreprise qui est sauvée, en quelque sorte, de garder cette personne. Et donc de laisser le pouvoir, en quelque sorte, sur ses employés. Oui, effectivement, ça se passe souvent comme ça. Dans notre cas, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que la tête de l'autre entreprise, elle a pris son pognon, elle est partie. Voilà. Donc là, le problème, c'est réglé. Nous, on s'est demandé si vous avez, par exemple, mis en place un team building, mettre ensemble. Parce qu'on se dit que c'est clair, arriver et essayer de mettre tout le monde ensemble du jour au lendemain. Même, il n'y aura pas une règle générale pour toutes les fusions et les acquisitions. Les entreprises sont tellement différentes l'une de l'autre, donc il faudra d'office voir un peu comment ça se passe. Donc peut-être que c'est important de construire, je sais pas, faire une course de karting. J'exagère, hein, mais c'est... Alors, par rapport à votre première réflexion, la communication, vous avez 100% raison. Je crois que vous l'avez vu aussi, il a fallu beaucoup parler pour apaiser les choses, c'est clair. Mais à la question qu'il posait, est-ce qu'il faut aller vite et brutal, entre guillemets, et slowly et sloppy, à la limite comme nous on l'a fait, c'est pas évident. A posteriori, je me dis, cette deuxième solution n'est pas nécessairement la meilleure. Parce qu'au moment où la fusion se fait, les gens, certes, sont chauds, mais sont adaptables. Après 5 ans, et combien ici, nous ils sont moins adaptables, hein. Je peux vous dire que ça devient dur. De faire changer, ça devient dur. Il n'y a pas une solution de milieu, je veux dire, entre 5 ans et... Oui, probablement. Chaque cas est un peu particulier. J'ai dit à un des hunters de Business Sprint, j'ai dit maintenant, c'est fini, ton bureau à la maison, c'est terminé, tu viens travailler au bureau. Pourquoi? Parce qu'il faisait un one-man show avec ses clients, que l'administration chez nous était au courant de rien, que c'était souvent le bordel. Bon, je lui ai dit, maintenant, 1er janvier 2013, là,
Comment? Pas question. J'ai jamais travaillé comme ça. J'ai toujours travaillé de chez moi. Oui, mais maintenant les choses changent. Ah non, pas question. Je n'arrive pas. Peut-être si j'y avais été brutalement à l'époque, ça aurait été. Peut-être qu'il serait parti aussi, je ne sais rien. Peut-être qu'il aurait fait ce que vous avez dit. Ah ouais, on m'achète, mais moi je connais la liste des clients, je suis commercial, je le fais tout seul. Voilà. Par rapport à ça, la communication, vous l'avez dit, c'est très important. Après, il ne faut pas non plus parfois exclure un coup d'accélérateur. Team building. Pour bien faire un team building, il faut s'y connaître. Donc, souvent, c'est mieux de faire appel à un consultant ou à une société spécialisée. Et ces gars-là, ils vous coûtent un peu. Il y a l'avocat et puis il y a le team builder. Donc, quand on est PME, là, oui, vous êtes il faut faire gaffe, on a des moyens limités, on ne s'appelle pas L'Oréal ou IBM ou des gens pareils, donc chaque euro est un euro. Donc, ce que nous on a fait, on a dit, bon, on va les mettre ensemble, on a fait des petites activités. Hein, on a fait une balade dans les Ardennes d'une journée, sac à dos. C'était pas le kart, ça coûtait moins cher. Chacun avait son sac à dos. On avait quand même fourni les sandwichs. Et puis voilà, on a passé une journée ensemble en mettant des gens de la famille. Voilà, ce genre d'action a aidé. Mais je vous garantis que ce n'est pas évident. Parce que ça a été fait un samedi. Le lundi matin, le fermier et le chasseur, ils étaient nouveaux comme ça. Donc, voilà, on a essayé, avec nos moyens. Alors, quelqu'un d'autre voudrait réagir sur le sujet? Je voudrais expliquer. Nous, on ne connaît pas bien le marché, donc c'était un peu dur de répondre à la question, mais on faisait quand même deux choses. La première, c'est on demande est-ce que ça répond à un réel besoin pour un service de nouvelle technologie. On se dit que d'un côté, quand on disait est-ce que les gens sont prêts à accepter que les produits soient tracés et que ça touche un peu à leur vie intime, on va dire. De l'autre côté, on se dit ici, avec tout ce qui est problème de nourriture et dans l'agroalimentaire, ça peut être intéressant aussi de retracer les produits. Donc on se dit, on ne sait pas trop si ça répond à un réel besoin. Alors la deuxième chose, c'est qu'on est quand même encore en crise, et vous le disiez tantôt, nos fournisseurs ne sont pas prêts, ou nos clients ne sont pas prêts à investir. Donc je ne sais pas combien coûte ces technologies, mais si ça coûte cher, est-ce que les clients seront prêts à investir dans une nouvelle technologie? Donc pour nous, c'est pas très cher. Enfin, on se dit finalement que ce n'est pas le moment d'investir dans la technologie. Personnellement, par rapport à cette technologie, c'est pas vraiment le problème de sécurité. Si on est connecté sur la puce à distance, est-ce qu'il peut y avoir des hackers qui changent l'échange des lettres, des écritures, etc. Des gens d'information sur la puce. C'est le problème de sécurité. Bien sûr. Alors, ici, on parle des risques liés à une nouvelle technologie. J'y vais, vous y allez, vous la connaissez. Oui, mais je peux répondre à une partie de la question. Mais justement, pour le réel besoin que ça compte, je pense que c'est pas à Presa de se poser la question, puisque c'est plus les clients qui vous demander tiens, est-ce qu'on ne passerait pas, vous parliez justement que c'était Deleuze qui s'est dit nous on va se mettre dit c'est vraiment le système révolutionnaire, préparez-vous, on arrive, on va vous le demander dans pas longtemps, et c'est eux qui vont décider tiens en fait c'est pas du tout ça qu'on veut, ça ne nous intéresse pas, c'est trop de problèmes, donc c'est eux qui vont abandonner. Donc le réel besoin, ça concerne indirectement Presa, c'est plus vraiment les clients qui vont dire ce qu'on dit, nous sur un besoin, en disant nous on veut passer à ça, et Presa a intérêt à être prêt, que ce soit un besoin, que ce soit pas un besoin. Voilà, on doit être un follower, hein, mais de préférence le premier suiveur. Deleuze avait dit, il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, donc la technologie RFID était en pleine courbe descendante, hein, et Deleuze a dit à ses fournisseurs belges, tous vos produits vont devoir être étiquetés RFID, donc une puce RF. Branle-bas de combat chez les fournisseurs et esprit calamiteux chez Presa.
on n'y connaît pas grand-chose. On a laissé les autres se planter, mais du coup, on ne connaît pas les masses. Hein, donc c'est un peu embêtant. Quand le fournisseur de Deleuze, les confitures internes, nous appelle, Présa, venez pour un projet RFID, comment on va faire? Problème. Donc là, on a trouillé et on s'est dit, merde, on ne peut pas. Et on a réagi un peu lentement, un peu comme ça, en disant, voilà, comment on va faire? Pendant ce temps-là, ils sont allés voir les Liégeois dont je vous parlais. Et les Liégeois, c'était vraiment leur truc, leur spécialité. Ils ont dit, Banco, ça va faire 200 entreprises alimentaires qui vont devoir livrer à Deleuze. Génial. Ils y sont allés. Problème de coût. On avait parlé tout à l'heure. Ça, c'est 1 centime par bouteille. Si on met une puce, suivant la puce, c'est entre 10 aujourd'hui et 30, voire plus 50 centimes par bouteille. Vous pouvez mettre ça dessus? Deleuze a mal calculé son truc. Les fournisseurs ont fait marche arrière quand ils ont vu le coût de l'investissement, parce que évidemment c'était pour eux, c'était pas pour Deleuze. Et donc l'affaire a capoté. Donc est-ce que nous avons décidé quelque chose là-dedans? Non, on a eu un peu chaud, mais on s'en est sorti parce que voilà, le marché n'était pas mûr pour ça. Les prix n'étaient pas bons, la technologie n'était pas au point. Est-ce qu'il faut s'y lancer? C'est ça votre question maintenant. Est-ce qu'il faut se lancer en RFID et de dire oui ou non? Ben, je pense que la bonne réponse, je suis incorrigible, c'est oui. Peut-être que mes gars vont me dire non. Mais maintenant, je crois que c'est oui. Maintenant, je crois, parce que la technologie a évolué. Il y a 3 ans, on parlait des puces et des risques. L'idée, c'était quoi? C'était passer avec le caddie à la... vous prenez les trucs dans les rayons du Deleuze, vous passez, au lieu devant la caissière, vous passez sous un portique. D'accord? Et le portique, en 1 seconde, il a réalisé les 50 objets que vous avez dans votre panier. À la limite, derrière, vous mettez votre carte et vous êtes parti. Là, il y avait des problèmes purement technologiques qui, nous, en interne, justifiaient cet art. Une bouteille d'eau, si l'antenne, le lecteur est là, et que la puce est là, vous avez déjà essayé de faire passer une onde radio au travers de l'eau, au travers d'une boîte de conserve, donc du métal. Et en plus, 50 produits qui passent d'un coup, c'est-à-dire l'antenne, elle doit, le lecteur, il va se dire 50 fois j'ai capté. Il ne va pas se dire une fois, j'ai capté quoi? 50 trucs, je sais tout ce que c'est. D'accord? Il faut être extrêmement précis, il faut sérialiser, il faut numériser. Et donc, il y avait des limites. D'autant plus que sur ces puces, certaines, on peut lire, enfin, on peut tirer de l'info, mais on peut mettre de l'info. Et suivant la longueur d'onde des puces, ben, on a la possibilité que quelqu'un passe à côté, écrive quelque chose sur la puce. Ou vous ne vous rendez pas compte, vous passez à côté d'une antenne qui est en fait quelque chose qui grave, qui écrit sur la puce, vous passez à côté, et quelque chose est écrit. D'accord? Donc il y avait là un risque de collision d'informations. Donc à l'époque, on se disait non. Aujourd'hui, tout ça est beaucoup mieux sous contrôle. Je ne dis pas qu'on peut passer des ondes radio au travers de l'eau ou du métal, mais enfin il y a des contournements possibles. Donc, la réponse est oui, dans certains cas, il faut y aller. Est-ce qu'on peut en conclure que vous pensez racheter une entreprise de RFID? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, puisque vous dites que vous avez eu chaud quand il y avait peut-être la possibilité que la RFID arrive, est-ce que vous n'avez pas peur que ça se reproduise plutôt que, enfin, dans un futur relativement proche, et que vous soyez à ce moment-là peut-être à la traîne Oui, je ne suis pas sûr qu'on sera dans le bon bateau. Maintenant, on travaille pour certains clients des projets significatifs. Notamment pour Procter & Gamble, on travaille un projet qui est en place, c'est-à-dire qu'on a mis en place une solution RFID pour eux, pour le suivi des Clark, qui fonctionne bien. On est donc capable de le faire. On est donc prêt à répondre à la demande, c'est-à-dire qu'on a maintenant la connaissance. On a probablement une connaissance suffisante. Et surtout, on a des contacts. Les Liégeois, ils
Ils avaient un atelier avec une soudure, un machin, ils fabriquaient leur antenne et ils mettaient ça dans un plastique joli avec leur nom et ils vendaient ça. Nous, on ne s'embête pas à faire ça. On a compris qu'il y avait des fabricants d'antennes, des fabricants de puces, de tags. Donc, on a pris des contacts. Mais c'est pas évident. On a d'abord pris les contacts en Allemagne, à Berlin. J'y étais perso, j'ai été voir le gars, ouais, génial, on va travailler ensemble, super et tout. Je suis rentré à Bruxelles, plus moyen d'avoir contact. Donc, c'est bien de dépendre, enfin, c'est le risque de dépendre des autres. Donc maintenant, on a un fournisseur hollandais qui est pas mal, avec qui on travaille chez Coco. Ouais. Et vous avez pas peur que ça devienne un jour bientôt obligatoire et que vous savez justement après par rapport aux autres? Ouais. Suite a racheté une entreprise liégeoise, c'est ZS, je ne sais pas si vous connaissez ZS, côté à la côte de Bruxelles. Maintenant, il a un euro que nous, on n'a pas. Il ne l'avait pas, il l'a acheté, il l'a. Il l'a payé très cher, mais il l'a. Si ça démarre demain, il sera beaucoup plus rapide que nous. Donc il y a un risque. Hein. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Là, j'espère que nous, en essayant de progresser en connaissance interne, je n'achète pas de connaissances en la matière. Je veux dire, je n'engage personne de la concurrence qui est un spécialiste. Nos gars vont en formation régulièrement pour apprendre la RFID et être sûr qu'on la maîtrise. Mais il y avait quelqu'un qui posait la question sur la vie privée. C'est vrai que on peut vous suivre hein, avec une puce électronique dans le dos là. On sait où vous êtes, ce que vous faites, quel genre de trucs vous achetez. Donc aux États-Unis, ça a beaucoup freiné là. Voilà, je vous fais. Pour les autres. Voilà, alors juste le dernier groupe, si vous avez quelque chose que vous vouliez dire ou quoi, rapidement parce qu'on est un peu couru par le temps malheureusement. Mais très rapidement, bon, au niveau de la croissance, si on a retenu quelque chose que vous avez dit, c'est de s'adapter au marché. Et là, en ce moment, vous avez aussi dit que vous étiez sur un marché de décroissance et que vous preniez la résistance. Donc pourquoi pas prenez la résistance, mais... c'est vrai que c'est les produits consommables, donc enfin, ce que vous avez dit, c'est vraiment suivre la tendance. Et on va dire l'avantage, c'est de suivre vraiment la consommation mensuelle ou annuelle la vente annuelle de vos clients. Donc là, vous pouvez vraiment vous adapter au marché. Donc, je trouve ça vraiment hyper intéressant comme fonctionnement. On sait avant la Banque nationale quelles seront les statistiques de production. Donc ça, c'est vraiment un suivi optimal et ça vous permet d'agir hyper rapidement. Donc là, on peut pas dire grand-chose de plus. Ouais. Non, c'est vrai. Alors, je vais vous permettre de poser la dernière question à la place de notre professeur qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, si vous deviez donner un conseil en une phrase à ces jeunes entrepreneurs qui sont prochains. Oui, mais je crois que je l'ai déjà dit, n'allez pas trop vite. Pas trop vite. C'est mon avis, c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Maintenant, vous connaissez certainement des gens qui, en sortant de cette école, se sont lancés, ont réussi. Chapeau les gars, ça existe, ça arrive, brillant. Pourvu que ça dure pour eux, pourquoi pas, il y a toutes les raisons. Mais je pense que dans la majorité des cas, si on pense que vous avez, je ne sais pas, 25 ans, vous avez devant vous 40 ans de carrière, et encore, on ne prendra pas sa retraite à 65 ans dans 40 ans. Donc vous avez entre 50 ans de vie professionnelle devant vous. Pas trop. Allez voir ce que font les autres et apprenez des erreurs des autres.